Monté par Intel. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Libérer la parole autour du harcèlement, numéro d'écoute, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de formules pour prendre la mesure du phénomène de harcèlement et de cyberharcèlement dont sont victimes près d'1 million d'enfants aujourd'hui. Mais en cette journée mondiale de lutte contre ce fléau, et bien justement, comment écouter la parole des victimes? C'est notre question du jour, on en parle dans un instant. Seconde partie d'émission, c'est du harcèlement de rue dont on discutera. Les outrages sexistes peuvent faire partie de la vie quasi quotidienne et on vous parlera d'une application qui lutte contre. Dans sa chronique vue sur les réseaux, Guillaume Blanc nous dira pourquoi on parle de l'application Crush ces derniers jours, appli qui a changé de nom brutalement il y a quelques heures. Mais tout de suite, on va retrouver Guillaume pour l'actualité de l'éducation. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Ce 9 novembre, 8e journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Écoles, collèges et lycées vont distribuer une grille d'auto-évaluation. Elle ressemble à cela, cette grille, avec une quarantaine de questions. Par exemple, as-tu peur d'aller au collège à cause d'un ou plusieurs élèves? Est-ce qu'un ou plusieurs élèves racontent des choses fausses ou méchantes sur toi? Voilà, donc ce type de questions, adaptées bien sûr à chaque niveau. Réponse anonyme, 4 groupes de questions avant d'aller à l'école, sur Internet ou sur les écrans, ou encore comment te sens-tu? Sont concernés donc tous les élèves du CE2 jusqu'au lycée. 2 heures de temps sont d'ailleurs pris aujourd'hui avec un débat. Gabriel Attal était ce matin sur RTL. D'abord, il va permettre de libérer une parole. Il y a un sondage qui a été publié hier qui montre que dans beaucoup de cas de harcèlement, l'élève qui est harcelé n'ose pas en parler. Ça permet d'identifier des situations de harcèlement qui ne sont pas forcément identifiées aujourd'hui. Et donc de trouver des solutions. La deuxième chose, c'est que ça nous permettra à nous, au ministère, d'avoir des données au niveau national. Les chiffres qu'on commande souvent, entre 800 000 et 1 million d'élèves qui sont harcelés, ils datent de 2011. Il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Snapchat à l'époque, il n'y avait pas le cyberharcèlement qui a pris une place extrêmement importante. On aura une remontée d'ici la fin du mois. Il y a des statisticiens qui vont travailler à partir d'un panel représentatif, plusieurs dizaines de milliers de questionnaires qui seront remontés au niveau national pour avoir une cartographie. Il est donc proposé cette grille jusqu'au 15 novembre. Toutefois, c'est sans obligation. Ce matin, le ministre est aussi revenu sur la formation. Dans chaque établissement scolaire, il doit y avoir au moins 5 adultes formés spécifiquement sur le harcèlement avec une vraie formation. C'est déjà le cas dans les écoles primaires, dans les collèges. Cette année-là, ça démarre au lycée. Et c'est pas que des enseignants. Parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, que former un personnel de la cantine, c'était très utile parce qu'à la cantine, on voit beaucoup de choses. Si un élève déjeune tout seul, si un élève se fait embêter à la cantine. Le gouvernement qui travaille également sur des modules de formation en ligne pour les délégués de classe, pour les professeurs, pour repérer les situations de harcèlement. Gabriel Attal, toujours sur RTL, souhaite impliquer les parents également avec l'élaboration d'un nouveau dispositif. J'ai beaucoup de parents qui me disent mon enfant est peut-être harcelé, je vois pas forcément les signes. Comment je peux être formé, savoir quels sont les signes pour détecter ça? Donc on travaille à cette plateforme qui sera mise en place début 2024, qui permettra aussi, vous avez raison de le dire, de détecter si son enfant est potentiellement harceleur ou en tout cas participe à ce mouvement-là. Il y a plus de harceleurs que de harcelés. Et donc je pense que là aussi les familles ont une responsabilité. Alors il est bon de rappeler que selon un dernier sondage IFOP pour l'association Marion l'a main tendue, on vous en a parlé, un enfant sur 5 se dit être victime de harcèlement scolaire. Le 30-18, c'est le numéro pour l'écoute des familles et des victimes. Bien sûr, c'est gratuit, anonyme et confidentiel, disponible 7 jours sur 7 de 9h à 23h. Cela fait près d'1 mois que le professeur Dominique Bernard a été tué à Arras. Le ministre de l'Éducation nationale est revenu sur les hommages perturbés. Toujours sur RTL ce matin, près de 180 élèves perturbateurs exclus. Ils vont passer en conseil de discipline très prochainement. L'autorité de l'école, on ne la conteste pas. On s'y soumet. Pour 183 élèves, sur les 500 et quelques qui ont fait des perturbations, ça a été particulièrement grave, avec des menaces, de l'apologie du terrorisme. Et donc, comme je m'y étais engagé, ils ont tous été exclus à titre conservatoire de leur établissement. Ils attendent leur conseil de discipline qui statuera. J'aurai un point à la fin du mois sur l'ensemble des conseils de discipline et sur les sanctions qui auront été prises. Par ailleurs, toujours en lien avec la sécurité des établissements scolaires, le ministre est revenu sur la possibilité de l'application d'un bouton d'alarme dans les établissements. Lui qui s'est entretenu avec les élus locaux en début de semaine, la présidente des régions de France y est notamment favorable. Pour le ministre, il faut tout simplement une généralisation.
3/4 des collèges et lycées disposent d'une alarme anti-intrusion. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à généraliser ce dispositif pour tous les établissements. Donc, c'est comme ça qu'on va avancer. Même si c'est pas la compétence de l'État, évidemment, on se dérobera pas des responsabilités. On sera aux côtés des collectivités qui pourraient avoir des difficultés de financement. On a engagé depuis 2017 170 millions d'euros, l'État, pour sécuriser les établissements scolaires. Le ministre de l'Éducation, donc Gabriel Attal, qui était l'invité ce matin de nos confrères de RTL. Nous vous emmenons dans le Doubs à l'occasion de cette journée nationale contre le harcèlement. Eh bien, des élèves de l'école de Roche-les-Blamont ont réalisé un clip au mois de septembre. Oui, un clip en ombre chinoise. Il s'agit d'une chanson de prévention contre le harcèlement, interprétée par près de 80 élèves du CP au CM2. Ce n'était pas d'ailleurs la première fois qu'ils chantent. Ils l'avaient déjà fait pour l'une de leurs camarades ukrainiennes. Alors, le harcèlement, stop, c'est terminé. Il faut en parler. Voilà le refrain, extrait. On voulait partager avec vous voilà, ce côté positif de ces enfants et de ce clip. Obligatoire depuis 2001, une dizaine d'associations ont publié un livret blanc rassemblant 46 propositions pour une application réelle de l'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires. Oui, car d'après le Code de l'éducation nationale, les élèves des écoles, collèges et lycées doivent bénéficier d'au moins 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité, y compris sur la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. Mais dans la pratique, le compte n'y est pas, selon un collectif composé notamment du planning familial, de SIDAction ou encore de l'association féministe En Avant Toutes. Alors parmi les mesures préconisées figure la mise en place d'un poste de référent académique chargé de cette question ou encore la rédaction d'un manuel commun dédié. Selon un sondage IFOP, il faut le rappeler, publié en mars dernier, 7% des 15-24 ans interrogés déclaraient n'avoir jamais bénéficié de ce cours de scolarité, donc sur la sexualité. Enfin, pas d'école pour les enfants du Pas-de-Calais. Le département qui est placé en vigilance rouge depuis 14 heures suite à des pluies, inondations et à des crues. Le ministre Gérald Darmanin a demandé d'ailleurs au préfet du Pas-de-Calais de fermer dans 200 communes du département les établissements scolaires, les crèches ou encore les écoles. Il a précisé que ces derniers devraient rester au moins jusqu'à lundi. Un nouveau point sera fait. La liste complète est à retrouver bien sûr sur le site de la préfecture. Merci Guillaume. Le 9 novembre marque la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Mardi soir, le ministre de l'Éducation Gabriel Attal et Brigitte Macron se sont réunis avec des personnalités des réseaux sociaux pour libérer la parole autour du harcèlement. L'opération s'appelle Faire face et le ministre de l'Éducation appelle à la mobilisation générale sur ce sujet. Mais écoute-t-on suffisamment la parole des victimes et surtout comment la recevoir? On en parle tout de suite dans le Grand JT. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Virginie Lanlot. Bonjour. Bonjour. Je vais dire Madame la députée. Ravie de vous accueillir. Vous êtes déjà venue sur ce plateau. Aujourd'hui, vous êtes députée des Hauts-de-Seine. Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet si important qu'est le harcèlement. Johanna Dagorn, bonjour. Merci également d'être avec nous par Skype. Ravie de vous accueillir. Vous êtes sociologue et spécialiste du harcèlement. Alors, le fait d'actualité qui nous revient évidemment forcément en tête quand on pense à l'écoute des victimes, c'est le suicide de Nicolas à Poissy au début du mois de septembre. L'adolescent s'est donné la mort. Et on a appris ensuite cette affaire des courriers de la honte. Ce courrier de la honte dont a reparlé ce matin Gabriel Attal chez nos confrères RTL, à savoir les lettres de ses parents pour dénoncer le harcèlement dont leur fils était victime, directement envoyées au rectorat de Versailles et qui rectorat aurait répondu par une lettre comminatoire aggravant évidemment le mal-être du jeune homme. Alors comment peut-on demander aujourd'hui justement, et c'est ma question, aux victimes de parler, quelque part dénoncer aussi, ou en tout cas de déclarer, de libérer la parole, quand un des acteurs essentiels de leur scolarité se comporte de cette façon? Virginie Lanlot. C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Pour la bonne et simple raison, pour avoir été moi-même confrontée au harcèlement il y a plus de 40 ans,
Il est évident qu'il y a eu un dysfonctionnement au niveau du rectorat et de l'Académie de Versailles. Ce dysfonctionnement a été réellement pris en compte directement par le ministre Gabriel Attal et on peut saluer son action et sa réactivité par rapport à ce dysfonctionnement et pour avoir échangé avec les acteurs de l'Académie de Versailles, que ce soit le recteur ou les directeurs académiques de l'Académie de Versailles. Tout un processus est mis désormais en œuvre pour faire en sorte que l'humain soit au centre des réponses et non plus des réponses et des lettres types que l'on envoie sans faire attention à ce qu'on écrit, à ce qu'on envoie pour accompagner les familles, les enfants. Donc ça, c'est une première chose. Mais là, c'était quelqu'un de la RH quand même. Hein, on est complètement d'accord. C'était pas un lettre type, c'était pas un envoi comme l'a dit très bien le ministre, c'est un courrier de la honte. C'est une évidence. Il faut se remettre en question et c'est ce qui a été fait dans l'immédiateté, cette remise en question et le fait qu'une enquête soit ouverte, un audit interne pour revoir tout ce processus. Et je sais que le travail est en cours pour en avoir échangé avec les acteurs de l'éducation nationale, notamment sur l'Académie de Versailles. Ceci étant, nous n'arrêtons pas de porter cette parole, de dire qu'il faut absolument libérer la parole. Il faut absolument donner confiance aux enfants et c'est tout l'enjeu du plan interministériel pour lutter contre le harcèlement et faire en sorte de faire ce geste aux enfants. Stop, on arrête. On libère la parole et faites-le en confiance. Vous pouvez le crier haut et fort. Et c'est de la responsabilité de chacun. Mais quand on voit cette jeune fille qui aussi s'est suicidée, l'INSEE, et qui, pour plusieurs de leurs harceleuses, notamment une, continue, après le suicide de l'INSEE, à poster sur les réseaux sociaux des vidéos absolument épouvantables, ça ne s'est pas arrêté. Personne n'a fait en sorte que ça s'arrête. Et on se demande comment est-ce qu'on peut continuer à dire aux enfants parler, surtout continuer à libérer cette parole. On a l'impression d'une sorte de dichotomie entre la réalité et ce que l'on souhaiterait. Alors, ce que l'on souhaite, c'est ça, c'est de vraiment faire stop. La problématique des réseaux sociaux est un vrai problème. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans le cadre d'un projet de loi que nous avons passé justement à l'Assemblée nationale sur les systèmes numériques, on demande aux plateformes de pouvoir réagir et l'on puisse sanctionner très vite. Donc évidemment, tout n'est pas fait dans l'immédiateté, mais il y a un vrai travail en cours là-dessus pour que les réseaux sociaux aussi prennent leurs responsabilités et puissent intervenir et stopper la diffusion de ces vidéos. Et en parallèle de ça, la justice est saisie pour identifier les personnes qui publient ce type de vidéos jusqu'à l'interdiction pour ces personnes-là de pouvoir être sur les réseaux sociaux. Donc tout ça est en cours. Tout ça est une machine qui est un peu lourde, il faut le reconnaître, mais il y a il y a un plan d'action. Il y a vraiment un plan d'action et une vraie volonté, et je pense que nous le démontrons, on l'essaye au quotidien avec les acteurs politiques que nous sommes, de porter haut cette voix, et on lâchera rien et on veillera à ce que ça soit mis en œuvre. Quand on voit c'est l'illustration finalement de ce qui se passe, ce suicide de Nicolas, cette lettre du rectorat, Johanna Dagorn, est-ce que réellement vous avez l'impression que la problématique du harcèlement était suffisamment prise au sérieux ? Quand il y a eu un mort, le ton est plutôt au deuil. J'ai envie de dire que oui, que la question du harcèlement est prise au sérieux depuis déjà plus d'une dizaine d'années. C'est pas depuis hier ou avant-hier. Pour moi, la question qui est la plus importante, c'est pas de venger les victimes, c'est d'éviter qu'il y en ait, en fait. Et donc, la question, elle est du côté de la prévention. Si on avait eu des formations du côté des signaux faibles, du côté de la prévention, ce genre de courrier qui est complètement inacceptable, et là, je rejoins Madame la députée sur cette question, ne se serait pas posé, en fait. Donc, il me semble qu'il faut une situation globale en lien avec la question du climat scolaire. On ne peut pas parler du harcèlement uniquement en question de lutte. Une fois qu'on va compter les victimes et qu'on va recenser les auteurs. Moi, je ne parle pas d'agresseurs, je suis sur un niveau éducatif, donc je parle d'auteurs.
À mon sens, il faut un plan global qui est avec toute la communauté éducative, également avec un impensé social, qui est aussi du côté des parents d'élèves, de se dire que notre enfant, je me mets aussi de ce côté-là, peut être potentiellement aussi un auteur de harcèlement. Il faut qu'on sorte de cette dyade victime, auteur et la question de la lutte de manière globale. Oui, alors tout à fait, effectivement, la prévention qui est très importante et d'ailleurs le ministre l'a rappelé plusieurs fois. Formation des enseignants, évidemment, et surtout lorsqu'on parle de cette lettre de la honte, ce courrier de la honte du rectorat de Versailles, effectivement une formation aussi à tout le personnel éducatif dans son ensemble, à tous ceux qui sont finalement en relation avec les élèves, les enfants, et à savoir le rectorat en particulier. Virginie Landreau. Alors c'est une évidence et je rejoins ce qui vient d'être dit. On parle de harcèlement scolaire, mais j'ai envie de dire le harcèlement tout court, parce que le harcèlement ne s'arrête pas au mur de l'école. Le harcèlement peut se passer sur les temps péri extrascolaires, sur les accueils de loisirs qui sont organisés par les communes, dans les associations sportives, dans les colonies de vacances, bref, dans tout lieu où il y a du collectif. Et puis sur le cyberharcèlement. Et le cyberharcèlement, de fait, qui est aussi un collectif. Quand on est sur les réseaux sociaux, c'est un collectif, en fait, qui s'agrège autour d'une personne avec un renchérissement de haine, de paroles qui sont absolument inadmissibles. Et donc, il faut absolument que tous ces acteurs éducatifs qui interviennent au quotidien auprès des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, parce que ça peut aussi continuer à l'université, ça ne s'arrête pas à l'école, donc sur tout le parcours de l'enfant et voire jusque dans la sphère du travail et du monde du travail, on le sait, donc c'est vraiment un souci majeur et il faut qu'on prenne conscience de ce fléau que je dis souvent invisible. Pourquoi ? Parce que souvent le harcèlement démarre derrière un arbre, derrière un mur, au su de tout le monde, sans que ça soit vu, et c'est justement ça qu'il faut qu'on arrive à détecter avec des signes, des appels au secours que peuvent nous faire les enfants, les jeunes, qui peuvent être le fait d'avoir une baisse du niveau scolaire, qui peuvent être un problème d'alimentation, un repli sur soi-même, un changement de comportement en devenant agressif. Et donc tout ça, il faut qu'on apprenne à le détecter. Et en premier lieu, les parents aussi. Je dis souvent que quand on a des enfants, il n'y a pas d'école des parents. On apprend tous les jours à être parents. Et très souvent, quand on a des enfants, on se dit ils sont absolument merveilleux. Ils peuvent ni être harcelés, ni être harceleurs. Il faut entendre que ça peut être les deux, comme ça a été dit. Et donc, il faut être vigilant et il ne faut pas avoir, entre guillemets, de culpabilité à interroger et à se dire, en fait, ça n'arrive qu'aux autres, surtout pas chez moi, tout va bien. Et cette communication à mettre en place avec son enfant est absolument primordiale et il faut évidemment que ça se fasse dans toute la sphère qui accompagne les enfants, sur tous les lieux et tous les temps de l'enfant. Aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, c'est la journée nationale du harcèlement. Les élèves de CE2 à la terminale vont devoir débattre pendant 2 heures et aussi et surtout remplir un questionnaire anonyme. Alors j'ai beaucoup de questions sur ce sujet. Ça ne m'a pas échappé ce que vous m'avez dit au tout début de cet entretien où il y a 40 ans, vous avez été vous-même victime de harcèlement. Est-ce que vous, aujourd'hui, si vous aviez 10 ou 15 ans à l'époque, vous auriez rempli justement ce questionnaire et qu'est-ce que cela vous aurait apporté ? Sans doute que je l'aurais rempli. Ce questionnaire, il va être rempli avec des écritures d'enfants, de jeunes, d'adolescents. C'est effectivement sous couvert d'anonymat, mais ça va permettre de repérer dans un lieu classe des signes éventuels de harcèlement ou en tous les cas d'harcèlement subi ou à l'inverse peut-être de témoins de harcèlement, et ça va donner un peu un signal de l'ambiance dans la classe et de comment ça se passe. Et rien de mieux qu'un enseignant, notamment en primaire, ou un enseignant à sa classe tous les jours, de 8h30 du matin à 16h le soir, pour détecter ça et puis mettre en place des actions et faire libérer la parole et échanger pour justement créer ce collectif, mais ce collectif positif, ce collectif où on est ensemble et on va ensemble faire en sorte de résoudre le problème. Et puis ça va peut-être permettre de détecter des cas graves de harcèlement et qui permettra peut-être d'identifier et de voir comment on arrive à faire en sorte que l'enfant ou le jeune puisse
aller plus loin que remplir ce questionnaire-là et qu'on lui ouvre la porte pour libérer encore mieux la parole. Dans le meilleur des cas, effectivement, cela libère la parole et l'enfant parle de son harcèlement, parle de ce qu'il vit ou de ce qu'il peut voir aussi chez les autres. Johanna Dagorn, quand on parle d'anonymat de ce questionnaire, quel est votre avis sur la question? Car c'est assez ambivalent, je dois avouer, ce que je lis là-dessus. À la fois l'idée qu'effectivement, on est préservé, l'anonymat est préservé, et en même temps, on se dit que si un enfant n'a pas voulu parler avant, n'a pas osé parler avant, pourquoi il le ferait maintenant? Et finalement, aussi, l'enseignant qui va repérer, évidemment, tout de suite l'écriture de tel et tel enfant. Moi, j'ai plusieurs questions. Alors d'abord, je me félicite de ce questionnaire de manière globale, parce que donner la parole aux victimes et aux témoins, et même aux harceleurs, à l'Observatoire régional et international des violences à l'école dont je fais partie depuis, déjà j'ai presque honte, avant les années 2000, on menait déjà des enquêtes, donc je trouve ça très bien, mais il y a plusieurs choses. La première, c'est de quantifier, on connaît, c'est-à-dire c'est à peu près 10% avec 5% d'élèves harcelés de manière entre guillemets modérée et d'autres avec du harcèlement grave, c'est-à-dire que pour avoir une photographie, il y a 2 à 3 élèves par classe victimes de harcélement. Excusez-moi Johanna Dagorn, pardon, mais juste, je réagis juste à ça. La dernière information que j'ai, c'est 1 enfant sur 5. Donc si on fait une moyenne de 30 élèves, c'est plus que ça quand même. Ce n'est pas les chiffres que nous avons ni à l'ADEP ni à l'Observatoire. Mais peu importe, que ce soit sur 5 ou la question pour ce questionnaire, qui à mon avis est plutôt positif, c'est première question, il y a les RGPD, donc ça va être anonyme. Donc on ne pourra pas interroger comme on le faisait 20 ans en arrière les élèves victimes de harcèlement. Première chose. Deuxièmement, les auteurs, on a pu le voir dans nos enquêtes avec Éric de Barbieux, ils disent qu'ils sont auteurs quand c'est anonyme. Mais après, on peut les interroger. Quid de la parole? C'est-à-dire, il n'y a pas pire pour une personne victime de violence, quelle qu'elle soit, de harcèlement, ou si elle parle et qu'elle n'est pas entendue. En fait, que va-t-on faire? Moi, ma grande question, c'est que va-t-on faire de ce questionnaire et que va-t-on faire des victimes, des témoins et des auteurs? Comme on a pu le voir, les auteurs se disent. Ils le disent dans les questionnaires de manière complètement globale. C'est vraiment ma question. Une réaction, Madame la députée. Alors, sur le traitement, effectivement, de ce questionnaire, l'objectif, c'est aussi de remettre à jour quelque part un baromètre parce qu'il y a des chiffres effectivement qui circulent, donc le fait de l'anonymat permettra peut-être sans doute de remettre à jour. L'objectif, c'est de traiter très rapidement ce questionnaire. C'est l'engagement du ministère de l'Éducation nationale. Très souvent, quand on lance des enquêtes, on met 6 mois, 8 mois à avoir les résultats, le temps que ça soit traité par tel service, etc. Là, l'objectif, c'est de couper tous ces services-là, si je puis dire, et de traiter très rapidement pour pouvoir réagir très vite. Oui, je précise que, par exemple, par rapport à ce que vous dites, que Gabriel Attal, effectivement, a dit ce matin chez nos confrères d'RTL que les chiffres dataient de 2011 et qu'effectivement, à l'époque, il n'y avait pas TikTok, Snapchat, et donc il fallait revoir ces chiffres. Par ailleurs, le chiffre que j'ai évoqué, 1 enfant sur 5, c'est bien de l'association La Marée, on l'a bien entendu. Et donc, c'est un dernier sondage IFOP qui a été demandé par l'association en question. Donc, voilà, donc sans doute, quand on dit des chiffres sur des harcèlements, des violences, on dit 10%, mais est-ce que tout le monde à ce moment-là répond? Il y a du harcèlement caché qui ne sera jamais révélé. Bien sûr. Voilà, je vous dis, il y a 40 ans, j'aurais peut-être pas rempli, je l'aurais pas révélé, et je l'ai révélé de nombreuses années après. Mais combien de temps après? Alors, au sein de ma sphère amicale, familiale, mon socle, ce que j'appelle mon socle du quotidien et qui m'a fait avancer, je l'ai révélé entre 10 et 15 ans après. Au moment où vous vous sentez bien? Au moment où vous étiez sortie, en fait. Où j'ai eu un socle qui est mon mari, qui m'a permis aussi d'avancer. Publiquement, je l'ai révélé très récemment lors d'une question au gouvernement, où je l'ai révélé parce que moi, en ce qui me concerne, je vais bien. Cette blessure, elle est toujours évidemment indélébile et présente, mais elle est aussi une force. Et je me suis dit que c'était justement le moment de le faire parce que j'en avais l'opportunité et que ça permettait de faire quelque part un certain électrochoc, qu'un adulte, une politique
qu'on prend souvent comme des machines et n'ayant pas conscience de la réalité et du quotidien puissent révéler ça. L'objectif, c'était de dire que nous aussi, nous avons notre parcours, notre histoire, et c'est peut-être notre parcours, notre histoire qui nous forge et qui nous fait aller sur certains sujets, et en ce qui me concerne, évidemment, les sujets éducatifs. Ce qui est le cas aussi du ministre Gabriel Attal. Mais d'ailleurs, quand vous en parlez, c'est l'illustration effectivement de votre cas, de ce qui s'est passé pour vous, qui est évidemment très marquant, très touchant, mais c'est aussi, et bien sûr c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, le cas de beaucoup d'enfants. Justement, ce moment où on est là, en l'occurrence aujourd'hui, face à ce questionnaire, et on se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je parle? Est-ce que je parle pas? Est-ce qu'on ne va pas justement encore plus me réprimander, si je peux dire, encore plus m'attaquer parce que j'aurais parlé? Comment réagissent les enfants à ce moment-là? Comment fait-on pour pouvoir aller au-delà de ça? Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner le retour de ces enfants parce qu'il va y avoir sans doute des réactions diverses parce qu'il a été fait aujourd'hui, donc on n'a pas encore... Bien sûr, mais c'est le travail que vous avez mené avec justement les psychologues, les sociologues et autres. Alors, c'est aussi... ce questionnaire, il n'est pas... balancé comme ça sur la table. Oui. Y a aussi un accompagnement pédagogique de l'enseignant avec un temps de parole avant pour expliquer pourquoi ce questionnaire. Donc l'objectif, c'est de mettre en confiance les enfants et les jeunes qui vont répondre à ce questionnaire. Et il va effectivement être de la responsabilité sur une écriture d'enfant. Un enseignant connaît l'écriture de ses élèves au bout de quelques temps, sans pour autant aller le mettre en avant, mais pour en discuter après en interne avec l'équipe pédagogique, de dire j'ai révélé potentiellement que j'ai un enfant, un élève ou deux ou trois dans une classe qui ont subi du harcèlement, comment est-ce qu'on fait? Et effectivement, d'avancer petit à petit pour qu'on puisse faire en sorte que ces enfants, on les amène à aller plus loin, sans pour autant, évidemment, révéler devant la classe. J'aimerais que Johanna Dagarde, vous réagissiez effectivement aux propos de Virginie Lanlot. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais oui, parce qu'on n'est pas sur la question des RGPD, c'est pas parce qu'une victime veut parler, ou même un auteur, parce qu'il faut s'attendre. Nous, on travaille depuis plus de 20 ans sur des enquêtes de victimation sur le harcèlement à l'école, où il y a des auteurs qui parlent. Moi, je ne peux pas trouver acceptable, dans une logique de climat scolaire, qu'on repose la responsabilité à l'enseignant sous prétexte qu'il va reconnaître une écriture, de parler à un auteur ou une victime potentielle. Non, moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces questionnaires qui me semblent importants, mais qu'est-ce qu'on va en faire et qu'est-ce qu'on va apporter? On ne peut pas, pour moi, reposer la responsabilité sur l'enseignant ou l'enseignante de la classe à ce moment-là. C'est une question très importante, la charge d'enseignant, la responsabilité. J'ai évidemment pas dit qu'il fallait reposer ça sur l'enseignant. C'était pas mes propos. J'ai dit qu'évidemment, il va recueillir ces questionnaires, peut-être reconnaître des écritures d'enfants avec des situations harceleurs ou harcelés, et que... non, ce n'est pas légal. La RGPD ne l'accepte pas. On ne peut pas... Non, c'est pas possible. Non. Alors, sans pour autant révéler l'identité, l'idée n'est pas de révéler l'identité, mais ça va permettre au sein de la classe de voir effectivement, de voir effectivement les situations. S'il y a un cas, deux cas, trois cas, dans un sens comme dans l'autre. De fait, c'est quand même aussi l'objectif, me semble-t-il, de pouvoir révéler l'ambiance de la classe et la situation. Le traitement du questionnaire derrière il va y avoir effectivement des remontées établissement par établissement de l'ambiance globale dans l'établissement. Et au vu de ces résultats, et nous, c'est ce que j'avais fait sur le climat scolaire à Meudon, où j'étais élue en charge de ces sujets-là, où on avait fait un questionnaire sur le climat scolaire auprès des CM1, CM2 avant la crise sanitaire, avant la crise Covid. Et ça nous avait permis de révéler les angles morts en termes d'ambiance dans une cour, dans les toilettes, où se passaient potentiellement les différentes situations de mal-être, et on rétablit potentiellement aussi une organisation au sein de l'école, au sein d'une classe, parce qu'il y a des angles morts qui peuvent être les toilettes, la cour d'école, la cantine, etc. Je vous rejoins, Madame la députée, je vous rejoins entièrement dans une approche climat scolaire sur la culture d'établissement, sur voir à l'échelle de l'établissement avec la culture éducative dans sa globalité, parents, etc. Quel est le pouls, entre guillemets, des questions des violences, du harcèlement. Mais comme vous l'avez dit, remettre sur une graphologie la responsabilité sur l'enseignant dans la classe ne me paraît pas possible. Voilà, c'est ça. Mais si vous parlez en termes de climat scolaire, là, on va se rejoindre entièrement.
Je pense que globalement, on se rejoint. Alors, j'aimerais qu'on parle justement de ces chiffres. On s'est dit que ces chiffres-là allaient servir évidemment à pouvoir avoir un nouvel état des lieux. Et Gabriel Attal l'a dit, redit ce matin, encore une fois sur la radio RTL, effectivement qu'on avait besoin d'avoir de vrais chiffres qui sont beaucoup plus actuels et non pas qui datent de 2011 comme avant, avec certes des sondages qui ont été faits depuis, mais qui ne sont pas forcément des chiffres d'État, voilà, clairs. J'aimerais aussi comprendre, tout comme vous d'ailleurs, est-ce que ces chiffres vont permettre aussi de travailler sur les zones géographiques car on pense à l'ouvrage La réputation de la journaliste Laure Dossy qui revient sur l'affaire Chahina à Creil, où la question de la réputation, particulièrement prégnante dans les zones justement totalement abandonnées par l'État, ou en tout cas, oui, c'est compliqué, et où le communautarisme et le patriarcat sont très présents, et bien justement, est-ce qu'il faut peut-être prioriser la sensibilisation dans ces lieux-là, et c'est dans certaines villes, en particulier Virginie Lanlot. Et je me permets de parler de cette réputation, entre guillemets, parce que souvent, ce que l'on voit effectivement dans les situations de harcèlement et de cyberharcèlement, c'est aussi ça. Alors, on va forcément avoir une photographie avec la remontée de ces questionnaires, une photographie du climat scolaire dans l'ensemble des établissements. Et il va peut-être y avoir effectivement d'une région à l'autre, d'un établissement à l'autre, mais même d'un établissement à l'autre dans une même commune, des différenciations de résultats. La sensibilisation, elle doit être la même pour tous et toutes, quel que soit le lieu. Ça, je pense qu'il n'y a pas de différenciation à faire d'établissement. Par contre, le fait de régler, ou en tous les cas d'avoir une approche de climat scolaire établissement par établissement est important parce qu'on ne va pas effectivement, en fonction des résultats de tel ou tel établissement, mais même dans une même ville, ou entre maternelle et élémentaire, entre collège, école, on va avoir des résultats différents. Donc en fonction de cette remontée-là, comme cela a été dit, on va peut-être organiser les choses différemment au sein de l'établissement pour créer un climat scolaire qui soit beaucoup plus positif et qui soit beaucoup plus bienveillant et à l'écoute des enfants et des jeunes. Mais la sensibilisation en tant que telle, pour moi, elle doit être identique du plus jeune âge jusqu'à la fin des études. Dans les affaires de harcèlement, ce que l'on voit, et ce qui évidemment est là le problème majeur selon moi, c'est la difficulté de prouver les liens très souvent entre justement le harcèlement et le passage à l'acte, c'est-à-dire la cause à effet. Lundi, la Cour d'appel de Nancy a relaxé les 4 élèves poursuivis pour le harcèlement et entraîné la mort du jeune Lucas, sous prétexte que les propos avaient bien été caractérisés comme odieux. Bon, mais il n'était pas possible de prouver qu'ils avaient été la raison du suicide du jeune garçon. J'aimerais votre réaction à ce sujet-là, Johanna Dagorn. C'est toute la force et la faiblesse de cette loi. C'est la question en fait où on a eu un renversement épistémologique sur la question du harcèlement de manière globale à l'école comme ailleurs, comme sur les discriminations, où on a remis la victime au cœur du système. Je vous rappelle la loi Jospin de 89, le jeune au cœur du système. Et donc on est parti sur les conséquences sur la personne. Donc là, sur le jeune Lucas, normalement les conséquences ont été absolument terribles. Pour autant, on n'a pas prouvé d'intentionnalité là-dessus. Et je vais vous étonner, Madame la députée, je vais être complètement d'accord sur les nouvelles approches qui sont de travailler sur la question de l'empathie. Parce qu'en effet, dans les dernières mesures annoncées par le ministre Gabriel Attal, travailler sur l'empathie, c'est-à-dire sur l'engagement citoyen dès le plus jeune âge, c'est-à-dire montrer que tout comportement a une conséquence citoyenne sur les autres, à un moment donné, me semble primordial. Et donc la loi là-dessus, elle aurait un petit peu statué là-dessus sur le fait qu'il n'y avait pas forcément d'intentionnalité de nuire, ce qui est terrible pour les parents, les grands-parents, toute la famille de la victime. Mais c'est bien là le maillon faible en ce qui concerne le harcèlement où, pour les plus jeunes, à part sur le revenge porn, et vous l'avez bien parlé tout à l'heure, de la question du corps des femmes, etc., de la réputation, où là, il y a bien une intentionnalité de nuire. Pour la plus grande partie du harcèlement, il n'y a pas d'intentionnalité de nuire, et c'est pour ça que le législateur, de manière globale, a relaxé les auteurs, non pas présumés, les auteurs de harcèlement.
Voilà, il faut s'occuper donc de tous les enfants harceleurs ou harcelés, de tous les parents aussi qui sont effectivement perdus face à cette situation terrible et qui, ils le déclarent, 65% des parents disent qu'ils ne savent pas du tout comment gérer cette situation-là. Les enseignants de la même manière, d'ailleurs, c'est à peu près les mêmes chiffres. Donc voilà, il faut vraiment s'atteler à ce sujet. Merci à vous deux d'avoir été avec nous sur ce plateau. On va rappeler ensemble 2 numéros de téléphone très importants, 2 numéros de téléphone d'urgence à noter, le 30 18 et le 30 20. Ce sont des numéros qui sont évidemment gratuits, des numéros d'urgence, mais des numéros d'écoute, de discussion qui sont anonymes. Et vous pouvez aussi trouver de l'aide et trouver toutes les personnes qui vous aideront à la fois dans le travail psychologique, mais aussi dans toute l'approche pour les démarches à faire et pour pouvoir trouver recueil. Donc vraiment, 30 18 et 30 20, notez-le et parlez-en surtout. Merci beaucoup, Madame la députée Virginie Lanlot, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes députée des Hauts-de-Seine, ainsi que Johanna Dagorn. Merci 1000 fois d'avoir été sur ce plateau, sociologue et spécialiste du harcèlement. Merci. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT de l'éducation. Alors, le nombre d'outrages sexistes enregistrés par les forces de l'ordre ne cesse d'augmenter depuis la promulgation de la loi du 3 août 2018, il n'y a pas si longtemps, qui renforce enfin la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et elles sont nombreuses, vous allez le voir. La majorité des victimes d'outrages sexistes sont entre 18 et 30 ans, environ 45%, et 17% d'entre elles sont mineures. Pour venir en aide justement aux personnes victimes de harcèlement de rue, on appelle ça comme ça, Pauline Vanderkamp est avec nous et elle a fondé l'application YouMay. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci d'être là sur le grand JT. Alors racontez-moi comment fonctionne YouMay. Avant cela déjà, que veut dire YouMay? Pourquoi YouMay? YouMay, ça veut dire la possibilité de en anglais, donc c'est la contraction du you et may, donc la possibilité d'être libre de circuler comme on le souhaite. Et Youmai, c'est aussi le nom d'une déesse mésopotamienne qui est protectrice de l'humanité et qui est là aussi pour donner de l'espoir à l'humanité. Alors justement, l'espoir, on en a besoin quand on voit ce type d'action. C'est beaucoup dans le métro, on le sait, dans la rue, effectivement, on le voit, des propos, des agressions. Comment fonctionne l'application? C'est-à-dire qu'on y va tout de suite, immédiatement, dès qu'on se sent agressé? Oui, l'application, elle est gratuite et pour tous et pour toutes. C'est un premier point qui est très important et elle fonctionne tout simplement avec un système de partage de trajet avec ses proches que l'on va inviter à nous rejoindre directement dans l'application. On a aussi la possibilité de trouver refuge dans ce que l'on appelle une safe place, donc ça va être des commerces que l'on va sensibiliser à un premier niveau d'accueil de victimes et aussi à cette question des violences sexistes et sexuelles et donc notamment de l'outrage sexiste, du harcèlement de rue. Et puis on peut aussi faire des signalements, on peut signaler sur l'application un sentiment d'insécurité, on peut signaler un métro, un bus, un transport dans lequel on a eu un problème de harcèlement, on a été victime de harcèlement, on a été victime d'une agression, d'agression sexuelle, et on peut aussi aller jusqu'au signalement de violences conjugales. Et les signalements en fait, vont être remontés aux différents transporteurs et aussi aux différents observatoires des violences sexistes et sexuelles qui existent. Alors, est-ce qu'on a le réflexe de sortir tout de suite son téléphone quand on se fait agresser? Parce que est-ce que le premier réflexe, c'est pas de se protéger ou alors d'hurler ou alors voilà, de se défendre comme on peut, mais en tout cas pas de sortir son téléphone? Dans les études qui sont faites, les femmes en fait utilisent régulièrement leur téléphone pour éviter d'être embêtées dans la rue ou dans les transports. Elles vont faire semblant d'être en train d'écrire à une personne, elles vont faire semblant d'être en ligne au téléphone dans une conversation avec une personne pour se protéger. Donc en règle générale, quand on a un sentiment d'insécurité, on a déjà le téléphone avec nous qui nous sert de protection. Et donc là, l'application peut servir de relais puisqu'on peut chatter avec ses proches directement dans l'application, on peut partager son trajet directement dans l'application. Donc c'est vraiment un outil qui est là pour faire de la prévention. Effectivement, c'est le sentiment que moi j'ai eu aussi, de me dire si j'ai la tête dans mon téléphone, je ne vois pas ce qui se passe autour, j'ai un sentiment de protection, ce n'est pas forcément le cas. C'est une application qui touche tout le monde, les femmes comme les hommes. Vous êtes, j'imagine, touché aussi, Guillaume, et en plus vous la connaissez cette application. Moi oui, effectivement, je connais cette application, j'en ai déjà parlé ailleurs, et je voulais vous poser cette question sur les lieux. Comment est-ce que vous les choisissez, comment vous les répertoriez, et puis est-ce que ce sont des lieux qui se trouvent malgré tout proches de nous?
Oui, on a un peu plus de 6500 Safe Places, donc ces fameux commerces qui sont sensibilisés à l'accueil de victimes. On les choisit en faisant du terrain, donc on a toute une bande d'ambassadeurs chez YouMay qui va tourner dans les rues de nos villes en France pour pouvoir repérer les établissements, les commerces qui ont l'air d'être safe et puis enclencher des conversations avec les équipes de ces commerces. Et puis c'est en fonction, évidemment ça va être le feeling en fait qui va permettre de savoir si oui ou non un établissement peut être référencé comme Safe Place dans l'application. Et puis au niveau de l'engagement, savoir si le commerce a déjà eu affaire à ce type de problématique-là, comment il se positionne, comment il s'est positionné face à ces problématiques-là. Et en fonction de tout cet échange-là, on va pouvoir déterminer si oui ou non le commerce peut être référencé comme Safe Place dans l'application. Et puis ensuite, on va animer ce réseau de Safe Place, bien évidemment, où tous les mois, 2 mois, on va tourner pour vérifier que tout se passe bien, que les équipes sont toujours bien au courant de l'engagement du commerce dans lequel elles se trouvent et puis pouvoir continuer les échanges avec eux parce qu'ils sont aussi en première ligne, ces commerces-là, et ça leur arrive malheureusement encore aujourd'hui trop régulièrement d'avoir à aider des victimes de violences sexistes et sexuelles, et donc ça peut créer un impact aussi chez eux, et c'est important de créer là ce cercle de confiance, ce lien de confiance entre eux et nous. Et question, lorsqu'on arrive dans ces commerces, qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'il y a une sorte de mot-clé, un mot de passe? Qu'est-ce qu'on leur dit? Comment est-ce qu'on sait que ce sont les bons commerces? Comment se sentir en sécurité à l'intérieur? Alors, on va reconnaître tout de suite à la signalétique dans le commerce qu'on est dans le bon commerce, puisqu'il y a des stickers qui sont posés en vitrine, il y a des affiches qui vont être aussi mis dans le commerce. Et on va avoir aussi différents supports de communication qui vont être visibles quand on arrive dans un commerce qui est Safe Place. Et le plus simple, c'est de demander directement de l'aide. Si l'harceleur, le problème qu'on a rencontré est extérieur à la clientèle du commerce, on peut directement demander de l'aide aux commerçants, au premier commerçant sur lequel on va tomber, le premier employé. Si la problématique vient directement d'un membre d'un client du commerce, on va pouvoir dans ce cas regarder sur les cartes des commerces, et souvent il y a un cocktail qui va s'appeler YouMay, où les commerces vont choisir un autre nom. En tout cas, il va y avoir un cocktail qui va indiquer qu'en nommant, en demandant ce cocktail-là, ça veut signaler qu'on a un problème avec un autre client de l'établissement. Pauline Van Der Kamp, vous avez un partenariat avec les collectivités, parce que c'est bien effectivement les privés, les commerces en question, mais ce serait bien qu'aussi les mairies, les communes puissent effectivement s'investir dans ce projet. Oui, tout à fait. On travaille avec un peu plus d'une quinzaine de collectivités. Donc, on est présent dans toutes sortes de villes. On est présent notamment à Rouen. On est aussi présent à Aix-en-Provence. On travaille avec le département 13 des Bouches-du-Rhône. On travaille avec Périgueux, qui est une plus petite ville, Biarritz aussi, et énormément de villes en couronne parisienne. On est aussi présent à Saint-Denis de la Réunion et à Wigan en Angleterre. Et on va mettre en place des programmes avec les collectivités. On va pouvoir faire des interventions au niveau des scolaires, auprès des lycées, auprès des collèges, auprès aussi des universités. On va pouvoir tenir des stands autour du consentement, autour de l'application, pour créer toujours cette communication de bienveillance et de confiance auprès des jeunes qui peuvent être, comme vous l'avez dit au début de cette interview, les plus touchés face à ce fléau-là. Et on va aussi pouvoir faire des formations auprès des agents d'accueil des établissements qui accueillent du public. Donc ça va être les mairies annexes, ça peut être les bibliothèques, etc., que l'on va pouvoir référencer après comme Safe Place dans l'application. Et puis on a tout un travail particulier avec les policiers municipaux que l'on va aussi former à l'accueil de victimes. Et on va aussi pouvoir les mettre en relation directement avec nos données de signalement pour qu'ils puissent voir et potentiellement aussi agir, aller sur le terrain quand il y a des signalements qui sont faits dans nos villes partenaires. La police municipale peut venir en renfort et venir aider, sauver une victime directement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pauline Van Der Kamp, et nous avoir parlé de l'application que vous avez donc créée, qui s'appelle YouMay, une application pour venir en aide aux personnes victimes de harcèlement de rue, ou tout simplement pour prévenir justement ces harcèlements. Je vous rappelle que les chiffres sont assez éloquents. Les victimes d'outrages sexistes ont entre 18 et 30 ans pour la plupart, en tout cas, la moyenne 45%, celles-ci, et 17% sont mineures. Donc voilà, il faut faire attention et prendre soin effectivement des nôtres. Merci mille fois d'avoir
d'avoir été avec nous sur ce plateau, enfin même de loin, mais vous êtes avec nous quand même sur ce grand JT. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Tout de suite, c'est à vous, Jacques Guillaume, avec la chronique. Une chronique qui, je vais prendre un vieux mot un peu boumeuse et tout, qui dépote. Ah oui, j'assume. Aujourd'hui, Guillaume, pour votre chronique sur les réseaux, vous allez nous parler d'une application destinée aux jeunes, aux ados, mais pas que, et qui crée la polémique. Je ne sais même pas comment annoncer ça. Oui, j'ai remarqué que le lancement était difficile à dire. Ouais. Cette application, elle s'appelle Crush, qu'on peut traduire en français par coup de cœur. Le slogan, il est extrêmement simple. Trouve qui crush sur toi. Donc, essaie de savoir qui t'apprécie, on va dire plus. L'application, elle a été présentée dans une vidéo sur le compte de l'influenceuse Ophénia, qui se trouvait avec le créateur Marc Alain. Coucou la team, bon je pense que vous avez tous entendu parler de l'application Crush. Aujourd'hui on est avec le créateur de l'application qui s'appelle Marc. Salut. Et j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ton application. Est-ce que tu veux qu'on y réponde? Avec grand plaisir. Alors c'est parti. L'influenceuse Ophénia, donc sur TikTok, Ophénia, qui est suivie par près de 5 millions d'abonnés sur le réseau social, 800 000 personnes sur Instagram. Elle est surnommée la Cupidon des cœurs. Elle est majoritairement suivie par des ados de 10 à 18 ans. Alors voilà, le décor est posé très clairement, mais justement, qu'est-ce qui pose problème sur cette appli? Alors, la vidéo a rapidement fait polémique déjà par l'absence de la mention de collaboration commerciale. On rappelle que c'est obligatoire, là elle n'y était pas, donc c'est donc illégal. Ensuite, l'âge requis pour accéder à l'application, 10, 21 ans. Un écart d'âge qui surprend, on parle de là d'un jeune en CM2 qui pourrait potentiellement parler avec un adulte qui fait des études en licence. L'âge minimum, rappelons-le, pour aller sur un réseau social, c'est 13 ans. C'est ce que rappelle à nos confrères du Figaro le directeur des associations de l'association e-enfance notamment. Alors, les internautes ont vu tout simplement une porte ouverte à la pédocriminalité. Alors, après avoir renseigné tout simplement votre âge, uniquement sur du déclaratif, il faut le savoir, il n'y a aucun contrôle. On ne demande pas la pièce d'identité, on ne demande pas le passeport ou autre. Vous entrez le nom de votre établissement scolaire. L'idée et de mettre en relation des jeunes du même établissement. Vous voilà donc géolocalisé, vous pouvez retrouver vos camarades de classe qui y sont déjà, inviter aussi des amis, et ensuite vous allez répondre tout simplement à différents sondages pour jauger de l'affinité et désigner la personne que vous aimez en secret. Une manière un petit peu de se tester. On imagine que les questions ne sont pas non plus bon enfant pour certains. Il est aussi, il faut le savoir, impossible de discuter avec les autres utilisateurs. C'est ce qu'a indiqué notamment le concepteur de cette application. Alors, autre élément de polémique, là cette fois-ci, l'application demande à répondre à cette question. Qui admires-tu en secret? Et pour savoir qui est ton admirateur secret, il faut payer, tout simplement. Oui, on demande donc à des enfants de 10, 13, 15 ans de payer 3,99 € par semaine, 12 € par mois. 3,99 € par semaine, tout ça pour une application, on le rappelle, complètement illégale. 10-21 ans, ça veut dire quand même quand on est un enfant à 10 ans, on peut rentrer en communication avec quelqu'un qui a 21 ans. Je m'en remets pas. Est-ce qu'il y a eu, et je suis pas la seule, donc est-ce qu'il y a eu justement une réaction de la part de l'influenceuse Ophénia et aussi du fondateur Marc Alain? Alors, la créatrice de ce contenu a produit des vidéos. Toujours avec le créateur de l'application, pour répondre aux nombreuses questions qui ont été soulevées par Crush. Ophénia, qui a de nouveau réagi sur ses réseaux sociaux, cette fois-ci, elle a rejeté, écoutez bien, toute responsabilité. Allez voir le créateur si vous avez des trucs à lui dire, pas moi. Moi c'est pas mon appli, hein. C'est la sienne. C'est comme une appli qui vient de sortir partout. Voilà, quand il y a un jeu qui sort, une application qui sort, allez le voir lui. Moi, je peux pas vous aider plus, mais j'attends, vraiment. Alors cet extrait donc du TikTok, du compte, a brisé la loi du silence. Depuis, toutes les vidéos de l'influenceuse ont été supprimées. En plus, elle faisait des vidéos en live, donc impossible de les retrouver sur son profil. De son côté, Marc Alain a souhaité se défendre. Il a évoqué une maladresse. Mon objectif avec Crush, c'est de lutter contre le harcèlement scolaire en incitant les jeunes d'un même établissement à se faire des compliments via des sondages positifs. Voilà ces mots, c'est ce qu'il a dit au Figaro. Il a tenu à rassurer les parents, là aussi. Les utilisateurs ne peuvent pas entrer en contact directement sur l'application, on en parlait. Concernant l'accès aux réseaux sociaux, Marc Alain assure que si les enfants ont un contrôle parental sur leur téléphone, ils auront besoin de l'autorisation donc de leurs parents pour télécharger cette application. De plus, la localisation est demandée pour que les élèves accèdent à leur établissement et puissent découvrir donc les personnes proches d'eux. C'est surréaliste comme réponse quand même. Oui. Donc moins d'une semaine après les critiques, nouvelle mise à jour. Oui, mise à jour. Incroyable. Oui, la mise à jour, elle a été faite mardi. Désormais, l'application, elle est disponible pour les adolescents entre 13 et 18 ans.
j'ai fait quoi? J'ai testé, bien évidemment. Le logo, il a changé. Le nom, il a changé. Ça s'appelle Friendzy, des sondages entre amis. Là, on n'a plus la référence à un site de rencontre, mais malheureusement, la vérification de l'âge, ça n'a pas changé, puisque j'ai 25 ans, c'est entre 13 et 18 ans, j'ai pu m'inscrire. Et donc vous avez dit que vous avez quel âge? J'ai dit que j'avais 18 ans, que j'étais en première ou en terminale, et j'ai pu le faire en disant que j'étais un homme, et j'ai pu rentrer un établissement sans dire la ville où je suis actuellement, mais j'ai choisi un établissement en France, comme ça, lambda, et on ne m'a rien demandé. J'ai pu m'inscrire en toute simplicité. Bon, impossible de vérifier donc cette tranche d'âge. Le système reste le même, s'inscrire, ses coordonnées. Donner tout simplement des informations. Il est possible de donner son Instagram, il est possible de donner également son compte Snapchat, ce qui permet donc d'avoir une accessibilité pour tout le monde, de retrouver des amis, d'inviter des amis. Bref, l'application est restée la même. La seule chose qui a changé, oui, c'est de 13 à 18 ans et non de 10 à 21. Sachez qu'il y a une pétition qui est en ligne sur change.org. Il y a déjà 10 000 signatures sur les 15 000 requis. On aura 10 002 du coup avec les nôtres. Allons-y. Mais certes, on peut redire encore une fois cette application, donc on peut trouver à la fois effectivement le nom, le prénom, le lycée, enfin le collège en question, les copains, les comptes Instagram, les comptes Snapchat. Enfin, en gros, on peut tout trouver. C'est la voie royale au pire. Exactement. Très clairement. Merci beaucoup Guillaume pour cette chronique très intéressante mais effectivement très inquiétante. Merci mille fois. Tout de suite on va retrouver Malika Ménard dans Souviens d'écolier et cette semaine son invitée est l'humoriste et comédienne Myriam Benoît. Comment tu l'as vécu ce buzz, vraiment, au moment? Est-ce que c'était oppressant? Est-ce que tu dis wow, qu'est-ce que j'ai fait? Franchement... Ou tu as conscience tout de suite que tu vas pouvoir rebondir grâce à ça? Franchement, quand je vois le truc exploser, je me dis juste que ça va passer. Tu vois. J'ai jamais pris ce truc au premier degré et j'ai jamais été à la recherche du buzz ou de la lumière ni quoi que ce soit. C'est pas un truc. Tu venais dans l'émission évoquer ta phobie des cafards. Ouais. Oui. Tu sais que je voulais pas la faire l'émission. C'est ma mère, elle m'a dit mais si, vas-y, fais-la, on va rigoler. J'étais sûre, maman, et j'avais peur que ça ait un impact un peu négatif sur le métier que je voulais faire. C'était humoriste, tu vois. Et j'avais déjà cette conscience de il faut pas se donner une autre image que le théâtre ou les trucs comme ça, tu vois. J'avais peur que ça ait une image un peu néfaste. Au moment où tu prononces cette phrase, tu peux pas t'attendre au rebondissement qui va suivre. Pas du tout. Quand je la sors, c'est vraiment une vanne dans ma tête. C'est une blague, tu vois, genre je voulais faire rire, mais 3 secondes. Mais en même temps, c'est à base de, s'il vous plaît, venez, on arrête, me ramenez pas des cafards, on est bien là, tu vois. Mais à la base, c'était une vanne, quoi, tu vois. Est-ce que tu t'es sentie ridiculisée un moment avec ce buzz avant de t'en servir comme tremplin? Franchement, non. En fait, je pense que ça dépend du regard, un peu de la personne. T'as des personnes qui sont très bienveillantes, tu vois, qui me disent on a trop rigolé avec ce truc, c'est trop bien, je le sors au boulot, tu vois, des trucs comme ça. Et après, t'as des gens qui me disent mais c'est un peu un bad buzz, non? Moi, je suis là, mais non, en vrai, on s'en fout, tu vois. Ça m'a ouvert des portes, donc c'est pas un bad buzz, quoi. T'es même devenue après chroniqueuse dans Touche pas à mon poste? Ouais, mais ça a duré un jour. Mais... Un jour? Ouais. Ça a duré juste un jour, mais je pense que je suis pas faite pour être chroniqueuse ou journaliste. Toi, tu le fais extrêmement bien et je me vois pas du tout faire... C'est pas une bonne expérience, ça, cette chronique? C'est ni une mauvaise ni une bonne expérience, c'est juste... C'est pas mon truc, quoi, tu vois. La télé, c'est pas mon truc, je pense. Et après, il y a le passage sur scène? Ouais. Là, c'est ton truc? Là, c'est carrément mon truc. Tout de suite? Tout de suite. En fait, j'étais déjà montée sur scène, je pense que c'était bien longtemps avant l'émission de C'est mon choix. Et j'étais montée une seule fois sur scène. Et je pense que quand t'es fait pour ce truc-là, ben, tu ressens le truc de... C'est carrément ma place ici, en fait. Et t'avais eu dès la première fois où t'es allée sur scène, ça? Je me suis dit, c'est magnifique, c'est trop bien, c'est là, je veux rester là, en fait. Pourtant, ça s'était pas bien passé du tout. Hein. C'est vrai? C'était un flop total, mais j'ai adoré ce moment. C'était magnifique. Après, t'as affiné un peu ton style? Ouais. Que tu dirais décalé maintenant. Ouais. Quelles sont tes limites? Mes limites,
Je pense que j'ai pas de limite. Je pense que dans ce métier, faut pas avoir de limite parce que il faut savoir rire de tout, tu vois, c'est important. Est-ce que tu as des modèles d'humoristes ? Je pense que Gad Elmaleh m'a beaucoup donné envie de monter sur scène. Jamel Debbouze aussi, tu vois. Florence Foresti. Mais dans ce métier, il ne faut pas avoir de modèle, il faut savoir être soi, c'est important. Si tu veux sortir du lot, il faut ramener ta personnalité à toi, c'est très très important, tu vois. Ton objectif à terme, donc tu l'as dit, tu n'es pas forcément à l'aise en télé, mais le cinéma par exemple ? J'adorerais faire du cinéma. Pas pour la fame ni quoi que ce soit, c'est juste que je pense qu'interpréter des personnages, ce serait un peu une thérapie, tu vois. J'adorerais faire ça. C'est déjà la fin de ce numéro. Retrouvez-moi demain. Je serai toujours en compagnie de Myriam Benoît. À demain. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. L'école peut faire des choses, mais il n'y a pas que l'école. D'ailleurs, quand on parle de climat scolaire, qui est pour moi, on y reviendra bien sûr, la clé même de la prévention et de la prise en charge du harcèlement, faut pas oublier que c'est un climat scolaire, c'est pas que ce qui se passe dans l'école. C'est aussi ce qui se passe autour de l'école, dans le quartier, avec les parents, etc. C'est-à-dire que ce point de vue systémique est extrêmement important. Vous savez, par exemple, on va aussi dire beaucoup, allez, on va faire de la sensibilisation. C'est vrai qu'en 2012-2011, quand on parlait du harcèlement, je dirais pour la première fois dans les politiques publiques, mais pas au niveau des scientifiques bien sûr, on a beaucoup parlé de vidéos de sensibilisation, etc. Vous savez, de plus en plus, je crois que ça va, on est assez sensibilisés. Maintenant, il faut véritablement prendre le taureau par les cornes et c'est pas simplement, encore une fois, par ce programme miracle, qui peut être un programme pédagogique ou des solutions qui seraient, je dirais, technosolutionnistes, de la même manière par rapport aux phénomènes de violence les plus graves. 4e rassemblement, le rendez-vous est pris, c'est le 18 novembre, pas le 11 bien sûr, c'est férié, une marche blanche. On l'a entendu effectivement dans ce petit sujet, pour cette 3e édition, une marche blanche pour faire du bruit. Oui, tout à fait. Parce que je trouve que c'est important de faire du bruit face à ce fléau. Et c'est vrai que quand on entend les mamans, enfin les parents, à la fois qui parlent de leur enfant perdu, je perds un enfant, c'est un drame. C'est un drame, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et avec justement cette marche est organisée en partenariat avec l'association de parents d'élèves et surtout l'association Élèves ta voix, où justement les responsables sont très, très impliqués dans ce fléau. Et je crois que c'est important qu'on fasse du bruit, parce que pour moi, c'est un fléau, certes, mais ce n'est pas une fatalité. C'est loin d'être une fatalité. Et je crois que c'est important qu'on fasse du bruit, effectivement, ensemble, avec les élèves, les parents, les professionnels, les chefs d'établissement, les professeurs, bien entendu, pour que ça cesse. Parce que nous, en tant que, par exemple, chef d'établissement, si un drame comme ça arrivait dans notre établissement, c'est très dur à supporter, tant pour les élèves, évidemment, que pour les enseignants. Vous le savez, depuis ces dernières semaines, notamment depuis la rentrée, on en parle beaucoup de ces faits divers liés malheureusement au harcèlement et cyberharcèlement. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que la prévention est assez importante dans les écoles notamment ? Non, très certainement pas assez, mais l'important c'était déjà qu'il y ait cette prise de conscience, que ça devienne un sujet. Et que ce soit plus aussi que le sujet de l'école. On se rend compte que c'est un sujet effectivement qui ne concerne pas que l'élève, mais l'enfant dans son ensemble, y compris en dehors de l'école, sur ses réseaux sociaux, dans son espace numérique, dans les espaces aussi éventuellement où il fait du sport. Donc aujourd'hui, c'est un mot qui est entendu, c'est un mot qui est reconnu, qui est qualifié. On sait aussi ce qu'il y a derrière en termes de comportement. Parce qu'il y a le cas du harcèlement, mais le cyberharcèlement, ça touche aussi toute une série de pratiques qu'il était important de connaître et de qualifier. Et maintenant, effectivement, il faut mettre davantage l'accent sur la prévention. Et la prévention, on va avoir l'occasion d'en parler, elle ne concerne pas que la prévention au harcèlement. Elle touche plein d'autres sujets qu'il est important de prendre en compte avec les jeunes pour leur éviter justement de se retrouver dans ces situations. Alors justement, Axel, quels sont ces sujets que vous abordez notamment avec Internet sans crainte pour la prévention ? Nous déjà, ce qui nous semble essentiel, c'est de parler du vivre ensemble,
de l'empathie. On a beaucoup parlé dans les annonces gouvernementales de la rentrée. C'est vrai que c'est clé, que c'est pas forcément inné pour les enfants d'abord de vivre en collectivité et que ça se passe bien. Donc ce travail sur l'acceptation de soi, des autres, le respect des autres, l'empathie, il est clé. Et effectivement, ensuite, quand on parle de cyberharcèlement, ça passe aussi par une bonne utilisation des outils en ligne, de bien connaître les règles des échanges en ligne, connaître les règles des réseaux sociaux et de savoir aussi quels sont ses droits et ses devoirs en ligne. Il y a assez peu d'informations sur ce sujet aujourd'hui. Pour autant, c'est clé pour éviter de se retrouver dans des situations qui peuvent amener à du cyberharcèlement ensuite. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous suivre si nombreux. Oui, vous êtes nombreux. Canal 247 sur les Freebox, Canal 217 sur les Box Orange et schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions, pour voir à nouveau cette chronique que vous nous avez faite, Guillaume, qui est sur cette application qui s'appelle Frenzy, c'est ça, hein? Exactement. Pour Friendzone, j'imagine. Pour on sait pas. En fait, on est perdu. Qui est absolument terrifiante et qui vraiment mérite qu'on s'y penche. Merci à vous tous. Donc, merci aussi à la réalisation qui est Mani Pezet aujourd'hui aux manettes. Aux manettes. Au son, c'est Thibaut Gorillafont. Le maquillage, c'est Eva Troller et Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée. Ciao. Ce programme vous a été présenté par Intel.